Mesdames, Messieurs, je vais juste lancer, comme c'est prévu dans le programme, et ouvrir ce biomeeting. Alors moi, je suis très heureux parce que c'est le 29e biomeeting à côté de l'Unitec et du GIPSO. Ça a commencé maintenant depuis 6 ans. Ça a permis de réunir un peu plus de 1000 personnes, start-up, entreprises, consultants, chercheurs, étudiants, issus bien entendu de la filière, de la filière biotechnologie, et évidemment, on en est très fiers. La Technopole Bordeaux-Montesquieu regroupe actuellement une centaine d'entreprises, soit 1500 salariés, 5 filières, biotechnologie, écotechnologie, vitiviniculture, numérique et l'électronique. Le soutien aux entreprises du domaine des sciences de la vie, biotechnologie, santé, pharmaceutique et cosmétique constitue une priorité pour la collectivité depuis la création de la Technopole il y a maintenant 30 ans. Parmi les entreprises déjà implantées à la Technopole, près de la moitié sont dans cette filière. Vous aurez d'ailleurs le plaisir, je ne sais pas s'ils sont là, vous aurez le plaisir d'avoir une d'entre elles parmi les intervenants de ce soir, c'est l'entreprise Mirambo Upcare, installée ici en pépinière depuis 2017. Pour les startups, en particulier, la collectivité propose déjà des solutions d'hébergement adaptées et notamment des laboratoires aménagés afin de pouvoir les accueillir dans le démarrage de leur activité. Un autre projet immobilier viendra en complément d'ici 2 ans environ avec une série de laboratoires dont des salles blanches dédiées à des jeunes entreprises innovantes. En complément des solutions d'hébergement, nous souhaitons aller plus loin dans cette démarche d'accompagnement des entreprises de la filière, développant un biolab, un laboratoire mutualisé équipé qui permettrait aux entreprises et aux chercheurs de mener des travaux de recherche et développement, en collaboration, bien entendu, avec différents experts, à des coûts très raisonnables. Ce projet devrait voir le jour dans le courant de l'année 2020. Tout cela pour vous dire que la thématique de ce soir en lien avec l'accompagnement financier des start-up dans le domaine de la santé est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. Je ne vais pas parler très longtemps et sans plus tarder, je vous laisse entrer dans le vif du sujet avec l'ensemble des équipes Unitec et GIPSO et bien entendu la Technopole de Bordeaux-Montesquieu. Je vous souhaite une très belle et très riche soirée d'échange. Merci pour votre écoute. Est-ce que vous m'entendez déjà? Oui, c'est bon. Ok. Bonjour à tous et bienvenue, merci d'être venus. Est-ce que vous m'entendez? Mieux là, j'espère. Donc, je suis Anne-Charlotte avec Startup Manager à Unitec, plus spécifiquement sur les filières sciences de la vie santé. Tout d'abord, pour information de tous, si c'est la première fois que vous venez, qu'est-ce qu'un biomeeting? Un biomeeting, ce sont des rencontres que l'on organise de façon bisannuelle ou trimestrielle pour permettre de faire du réseau dans la filière santé, essentiellement pour les startups qu'on accompagne, mais aussi pour faire du lien entre des entreprises pharmaceutiques, des startups, des institutionnels. Voilà. Donc, on co-organise cet événement. Donc, dans les co-organisateurs, il y a Unitec, la Technopole de Bordeaux-Montesquieu et le GIPSO.
Unitech, pour en dire 2 mots, c'est une technopole qui a pour mission de favoriser la création d'entreprises et notamment de start-up dans les domaines innovants, dans les domaines des sciences de la vie, de la santé, du numérique et des sciences de l'ingénieur. Le GIPSO, c'est le cluster des industries de santé de Nouvelle-Aquitaine. Donc c'est un réseau de centaines d'entreprises. Tu me corriges si tu veux. De la filière pharmacie-santé et la technopole donc, de Bordeaux-Montesquieu, ici présente. Nous accueillons aujourd'hui avec grand plaisir Arnaud Neballet de l'Agence de développement et innovation Nouvelle-Aquitaine, qui est responsable du service financement de l'innovation et de la transformation, des relations investisseurs chez ADI. Nous accueillons Gabriel Chéniaud, qui est DAF chez Trifrog Therapeutics. Nous accueillons Georges Rawadi, qui est CEO de LNC Therapeutics, Benoît Mirambeau, CEO de Mirambeau Upcare, et Jean-Michel Petit, qui est directeur de participation chez IRDI Soridec Gestion. Donc nous allons d'abord commencer par une introduction qui est réalisée par Arnaud Neballet, et ensuite le déroulement se fera sous forme de table ronde avec des questions-réponses aux différents interlocuteurs. Voilà. Je vous souhaite à tous un très bon biomeeting, et puis on se retrouvera vers 18h30 autour d'un cocktail pour échanger de façon plus informelle. À bientôt. Merci. Bon, donc j'ai la mission de balayer en 15 minutes les dispositifs existants aujourd'hui en Nouvelle-Aquitaine pour favoriser les démarches de levée de fonds des entreprises innovantes. Alors, peut-être qu'il faudrait mettre ma présentation. Mais je vais quand même commencer. Donc, premier élément du dispositif aujourd'hui en vigueur en Nouvelle-Aquitaine, c'est un accompagnement qui est proposé par notre agence ADI Nouvelle-Aquitaine au travers d'une équipe spécialisée dans les relations investisseurs et qui a été voulue en 2010 par la région Aquitaine, qui est financée aussi et soutenue par la région. Donc c'est un accompagnement qui est gratuit, qui est dédié aux entreprises innovantes et qui est gratuit aussi pour les investisseurs, évidemment, dans toutes les mises en relation qui peuvent être faites. Voilà, donc notre mission première, c'est vraiment de favoriser les mises en relation et la conclusion de deals entre entreprises de Nouvelle-Aquitaine et investisseurs en capital. Alors, depuis 2010, cet accompagnement par 4 personnes qui sont montées en puissance, j'ai commencé tout seul et puis j'ai été rejoint par 3 personnes et aujourd'hui, il y a peut-être une autre personne qui va nous rejoindre. C'est à peu près 12 levées de fonds qui sont conclues chaque année, ce qui représente depuis 2010 80 opérations qui ont été réalisées avec notre accompagnement et 70 millions d'euros qui ont été levés. Alors on n'a pas de spécificité santé, on ne prétend pas à une exclusivité ni à une spécialité particulière, mais il y a des entreprises de la santé, de la e-santé évidemment, des biotech, du medtech, qui se trouvent parmi le tableau que je vous montre ici, mais évidemment tous les autres secteurs qu'on retrouve en Nouvelle-Aquitaine. Notre accompagnement balaye les besoins d'une entreprise en levée de fonds de ses premières questions, c'est-à-dire tout ce qui est réflexion stratégique, préparation de la levée de fonds, voire réorientation quand la levée de fonds n'est pas forcément appropriée, jusqu'à la conclusion, ce qu'on appelle nous le closing, c'est-à-dire vraiment le moment où vous avez les sous qui tombent sur le compte et que l'aventure commence avec les investisseurs. Dans cette chaîne, il y a à la fois de la réflexion, il y a de l'adaptation des documents pour présenter aux investisseurs votre projet, il y a du ciblage, d'identification d'investisseurs qui seraient pertinents pour votre projet, et bien sûr de la mise en contact, du coaching dans cette relation aussi qui est relativement complexe, peut-être que les entreprises vont en parler, à la fois dans les entretiens, mais aussi dans les réponses à apporter, la dynamique à mettre dans votre levée de fonds, dans votre démarche globale. Vient aussi vers la fin tout ce qui est montage. On parle de montage pas seulement juridique et financier, auquel on peut participer aussi et contribuer, mais aussi de syndication. Une entreprise discute avec un certain nombre d'investisseurs. Il s'agit à un moment donné de créer un pool d'investisseurs qui va pouvoir répondre à son besoin. Par exemple, dans les levées de fonds que nous accompagnons, généralement, on mêle des business angels avec des fonds d'investissement régionaux, plus des fonds nationaux, pour arriver à faire un tour de table complet. Ça s'appelle une syndication et il y a un besoin d'appui un peu particulier. Tout le monde n'est pas compatible, tout le monde n'arrive pas à fonctionner avec tous les investisseurs en présence. Quand une entreprise de Nouvelle-Aquitaine souhaite être accompagnée sur ces aspects-là, aujourd'hui, elle va passer par
une plateforme qui est née il y a 3 semaines, dont je vais vous parler un peu plus longuement, qui s'appelle fundmeup.fr. Donc vous proposez votre projet au travers de cette plateforme. Nous, derrière, on va pouvoir se positionner ou vous demander un peu plus d'informations pour avancer, nous positionner et répondre à votre demande d'accompagnement. Si la demande est un petit peu complexe ou qu'il y a des arbitrages à faire, puisque nous sommes une équipe, certes de 4, mais qui peut être limitée par rapport aux demandes et aux exigences des entrepreneurs, s'il y a besoin d'arbitrer, on se réfère à un petit comité qui se réunit, dans lequel on retrouve BPI, on retrouve la région, on retrouve Nouvelle-Aquitaine Amorçage, et bien sûr quelques membres de notre équipe pour décider si l'accompagnement est opportun, si l'entreprise est prioritaire quand on doit arbitrer. Derrière, quand c'est OK pour nous, on vous propose une convention et un accompagnement qui se décline sur plusieurs dimensions, qui peut être ponctuel. On va venir éventuellement vous aider à des moments clés de votre levée de fonds, sur toute la durée, mais à des moments clés. On peut vous aider de manière continue et approfondie. C'est du coaching, souvent pour les entreprises les plus novices en matière de levée de fonds, qui ont besoin vraiment qu'on les aide à rythmer cette démarche. Bien sûr, pour des mises en relation, pour l'identification d'investisseurs et des mises en relation, mais aussi, depuis peu, pour une mise en visibilité de votre entreprise au travers de FundMeUp, puisqu'il y a cette possibilité au travers de la nouvelle plateforme. Est-ce qu'on peut tourner ? Les entreprises que nous ciblons en priorité sont traditionnellement plutôt des entreprises innovantes, technologiques et plutôt en amorçage. Il se trouve que nous sommes en train d'élargir le spectre d'accompagnement aujourd'hui et qu'on va être en mesure de plus en plus d'accompagner des entreprises dans leur croissance et dans leur levée de fonds de croissance. Donc ça, c'est une nouveauté qui pointe pour 2020. Plutôt des entreprises prêtes à lever des fonds. Alors prêtes psychologiquement, évidemment. Vous le verrez, il y a un certain nombre de prérequis avant d'aller lever des fonds, mais aussi prêtes en termes de maturité, de présentation, de réflexion stratégique, de capacité à embrayer très vite la relation et pas à se chercher pendant des mois. Des entreprises à fort potentiel de croissance. Il y a de l'investissement, on va dire, de temps et d'argent public au travers de notre équipe. Il est normal qu'il soit dédié à des entreprises qui sont ambitieuses et dont les résultats feront des retombées importantes pour notre région. Les besoins en fonds propres que nous adressons sont de l'ordre de 250 000 euros jusqu'à 2 millions d'euros. C'est à peu près ça que nous ciblons généralement. Est-ce qu'on peut tourner? Merci. On m'a demandé aussi, en matière de dispositifs, d'évoquer les fonds qui sont aujourd'hui en région, implantés ou qui ont une antenne et qui s'intéressent à la santé. Alors, je pense que Jean-Michel parlera un peu plus de IRDIS Soridec, que peut-être beaucoup d'entre vous connaissent. Il y a Akiti Gestion, qui est le fonds régional, que je pense je n'ai pas besoin de présenter plus que ça. Et puis Galia, Galia Gestion, fonds généraliste, mais capable d'investir aussi dans les domaines de la santé. Et puis Finaki, pour les entreprises les plus jeunes, c'est le réseau de Business Angels bordelais qui est très actif aujourd'hui. Des fonds généralistes qui ont aujourd'hui un pied en région, on a New Fund, qui a créé un fonds aujourd'hui avec une antenne régionale dédiée, capable aussi de regarder des projets en santé, mais pas que. Sofimac, qui a une antenne à Limoges, avec une équipe la généraliste, mais aussi qui fait de la santé. CMC Innovation, qui s'appelle aujourd'hui Crédit Mutuel Innovation. Alors là, avec un pied, une antenne, mais des équipes dédiées qui sont plutôt à Paris ou à Lyon, et qui s'occupent plutôt d'entreprises en série A, donc pour des levées de fonds, on va dire de l'ordre du 1,5 million, 2 millions minimum, quand ils peuvent intervenir. Et au-delà, ça va jusqu'à du 5-10 millions. Et Midivice, qui est un fonds d'origine grenobloise, avec une antenne à Paris et une antenne à Bordeaux, qui est extrêmement spécialisé dans les medtech, qui vient de manière très prégnante dans les projets, capable de les accompagner, y compris même à formaliser des équipes, à travailler, à réorienter complètement des business models très très tôt. Donc voilà, un panorama assez rapide des quelques fonds régionaux. Évidemment, nous, quand on n'accompagne pas uniquement les entreprises vers ces fonds-là. Ça fait partie des gens privilégiés vers lesquels on s'oblige forcément d'adresser les projets, mais on accompagne évidemment vers tous les fonds nationaux qui existent. Merci.
Troisième dispositif, troisième point que je voulais aborder avec vous, c'est la présentation de cette plateforme régionale FundMeUp qui a été lancée il y a 3 semaines maintenant à l'occasion d'Innovadé et sur laquelle nous avons beaucoup travaillé à ADI, mais qui a été voulue par la région pour être vraiment le point focal sur lequel se retrouvent entrepreneurs et investisseurs et qui permet des mises en relation un petit peu dopées au niveau régional. Alors ça, il y a des fonctionnalités qui sont réservées aux investisseurs, des fonctionnalités pour les entrepreneurs. Est-ce qu'on peut passer? Merci. Quand votre projet a été retenu sur FundMeUp, il est présenté dans ce qu'on appelle, nous, un showroom, une sorte de vitrine qui peut ressembler, si vous connaissez les plateformes de crowdfunding, à ces pages où on peut voir des projets dans les plateformes de crowdfunding, mais qui, contrairement aux plateformes de crowdfunding, n'est pas ouvert aux 4 vents, est vraiment réservé à des investisseurs professionnels ou avisés, capables d'investir entre 30 et 50 000 euros pour les individus au minimum. Voilà, donc après, évidemment, il y a tous les tickets, y compris les grands fonds nationaux ou internationaux, mais ça commence à ce niveau-là. Pour les tickets inférieurs, les gens sont plutôt réorientés vers les plateformes de crowdfunding. Donc quand votre projet est exposé dans le showroom, les investisseurs peuvent aller regarder, sourcer les projets, le voir au milieu des autres, et cliquer sur voir le pitch quand ils sont attirés sur un projet en particulier, si vous pouvez passer. Et là, donc, ils ont accès à votre présentation, peuvent y passer un peu de temps, évidemment, ils font ce qu'ils veulent là-dessus, avec 2 boutons, et notamment un qui vous intéresse, qui est celui par lequel ils peuvent dire « ce projet m'intéresse, j'aimerais bien un rendez-vous ». En cliquant dessus, l'information vous arrive directement, tombe sur votre petit tableau de bord de suivi de votre levée de fonds, et vous indique qu'il faut prendre contact avec cet investisseur, avec toutes les coordonnées qui vous permettent d'entrer en contact. On peut passer. Un certain nombre de fonctionnalités qui sont sympas aussi. Je m'attarde là-dessus parce que c'est vraiment une nouveauté, et puis c'est inédit, ça n'existe pas aujourd'hui en France, ce type de proposition, notamment menées par des agences régionales. Donc je pense que ça vaut le coup de s'arrêter là. Il y a quelques fonctionnalités, notamment une qui est la possibilité d'inviter tous les investisseurs que vous connaissez de votre réseau. Donc on vous met à disposition les mêmes outils que nous utilisons quand on sollicite Jean-Michel Deliardi et qu'on lui envoie un mail. Et ben voilà, vous allez pouvoir vous aussi envoyer ce type de mail avec un petit lien dedans qui lui permettra d'ouvrir la petite fiche que je vous ai montrée avant, et Jean-Michel pourra vous répondre, votre projet ne m'intéresse pas ou m'intéresse, et vous allez commencer une relation avec lui. Deuxième bouton, vous voyez un peu plus bas, c'est inviter à la data room. Il y a une fonctionnalité qui est plutôt sympa, qui est la possibilité de créer votre data room et d'ouvrir, quand vous êtes dans une relation un peu approfondie avec un investisseur, vos informations confidentielles à une consultation par l'investisseur. Donc là, vous invitez de la même manière avec un lien qui va permettre à l'investisseur d'accéder à votre data room et qui gère entièrement tout ce qui est accord de confidentialité notamment. Chose assez sympa et qui fluidifie la relation. On n'a pas besoin de s'envoyer des mails, des scans de documents à signer. On peut passer. Merci. Voilà. Dernière fonctionnalité, c'est ce fameux tableau de bord qui vous permet de voir si l'investisseur vous a répondu « bah oui, je suis intéressé », de le recontacter et puis de suivre ce qui va se passer avec l'investisseur et de le suivre en partageant ça avec ADI et l'accompagnement qu'on peut faire pour vous. On peut avancer. Merci. Quatrième famille de dispositifs sont des dispositifs qui sont proposés par BPI et qui sont très utiles dans une levée de fonds. Le premier, c'est le prêt d'amorçage, qui est un outil financier sous forme de prêt qu'on peut déclencher quand on a des preuves d'amour assez tangibles de la part d'un investisseur. Donc, ça s'appelle une lettre d'intention, une LOI, qui n'est pas la fin du périple, parce qu'en général, c'est là qu'on commence à parler gros sous, qu'on commence à s'attabler, à regarder ce que pourrait être le montage, la syndication, mais qui est déjà une belle étape de franchie. Quand vous avez ce type de LOI en main et que votre trésorerie s'amenuise un peu, vous pouvez demander à BPI de vous faire un prêt d'amorçage. Ça peut aller de 50 000 à 100 000 euros. Il y a une retenue de 5% dessus, mais ça vous permet de financer tout ce dont vous avez besoin pour finir de négocier tranquillement avec l'investisseur. C'est autant pour vous, pour aller jusqu'au bout, que pour l'investisseur, pour qu'il puisse aller dans son process normal. Si vous le pressez trop, l'investisseur parfois a un process qui n'est pas compatible avec votre tempo.
il a des comités, il a des phases un peu particulières à franchir doucement. Et donc, ça, à partir d'une LOI, ça peut durer encore 2 mois, 3 mois, 4 mois parfois, d'où l'utilité de ce type de prêt d'amorçage. Le label FCPI, c'est un label qui est aussi octroyé par BPI, qui se demande notamment pour montrer patte blanche auprès d'investisseurs qu'on appelle des fonds FCPI. Donc ce sont des grandes sociétés de gestion qui en général ont ce type de véhicule financier, mais extrêmement courant aujourd'hui en France, et qui ont une obligation d'investir dans des entreprises dites innovantes. Et qui dit qu'une entreprise est innovante? C'est BPI aujourd'hui qui a ce droit-là, notamment au niveau fiscal et social, pouvoir décréter qu'une boîte est innovante. Pour faire cela, il faut faire une demande auprès de BPI. En quelques semaines, si elle vous connaît, elle va vous octroyer ce label qui aura un coût de 3 000 €, qui sera le sésame pour pouvoir aller plus loin avec ces fonds FCPI. Dernière famille de dispositifs, ce sont les fonds de co-investissement. Alors, le dernier né des fonds de co-investissement, c'est le French Tech Seed Fund, qui est géré par la BPI, voilà, mais qui a été piloté par l'État et qui permet d'abonder sur un tour de table en seed, donc vraiment pour des entreprises qui sont très jeunes, de moins de 3 ans, qui peuvent faire un premier tour de table de l'ordre de 50 000, 100 000 €, donc un petit tour de table, parfois avec des business angels. Ça permet aussi de mettre en place ce dispositif. Et ça se fait en obligation convertible. Donc il s'agit d'aller voir la BPI quand on a un investisseur sous le bras, avec une LOI aussi, une lettre d'intention. À partir de 25 000 €, on peut commencer à déclencher le système. Et la BPI va vous octroyer des obligations convertibles. Donc c'est un prêt, c'est non dilutif, ça veut dire que ça ne vient pas impacter votre table de capitalisation. Mais la somme qui sera amenée par la BPI sera convertible potentiellement dans les 5 ans. C'est-à-dire que si vous faites une levée de fonds de l'ordre de 2 millions € dans les 5 ans, BPI est susceptible de transformer ces 250 000 € d'obligations convertibles en equity, c'est-à-dire en part de votre entreprise. Avec une possibilité aussi, au moment de cette levée de fonds un peu significative de l'ordre de 2 millions €, elle-même, la BPI, de rajouter une louche et de monter jusqu'à 1 million € de participation. Donc c'est un dispositif relativement intéressant, nouveau, cher en termes de montant apporté, puisque des obligations convertibles, c'est 7% capitalisé. Donc ça a un coût non négligeable. Quand ça n'est pas converti, il faut le rembourser au bout des 5 ans. Est-ce que vous pouvez avancer? C'est peut-être dernier point, quand vous voulez solliciter ce dispositif, soit vous êtes une entreprise de moins de 3 ans qui a été lauréate du concours iLab et vous allez voir directement BPI, soit vous êtes une entreprise plus classique qui n'est pas passée par iLab, et là vous demandez une labellisation à un consortium qui aujourd'hui est constitué des technopoles. Donc vous pouvez passer par Unitech quand vous êtes accompagné par Unitech, ou Montesquieu, voilà, ou une autre technopole. Vous pouvez passer par la SAT, AST, ou vous pouvez passer par ADI. Le fonds NACO, c'est le fonds de co-investissement qui maintenant est assez bien installé dans le paysage régional, géré par Akiti Gestion. Ça existe dans toutes les régions aujourd'hui quasiment, ces fonds de co-investissement. Sa particularité en région, c'est qu'il peut monter jusqu'à 1,7 million. Pour les plus jeunes entreprises, on va rarement au-delà de 200 000, 250 000 € sur un premier investissement, mais potentiellement, ça pourrait aller jusqu'à 1,7 million. Et sur des tours qui peuvent être aussi de la série A ou du développement. Ils apportent 1 € pour 1 € levé. Donc on va voir NACO quand on a déjà aussi des investisseurs qui sont à la porte et qui veulent rentrer. Et c'est l'investisseur qui veut rentrer qui sollicite NACO. Ce n'est pas l'entreprise qui va le solliciter. Donc n'allez pas frapper à la porte d'Akiti en disant « je voudrais déclencher NACO ». C'est l'investisseur qu'il faudra motiver à aller voir NACO. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre là-dessus? Je crois que non, j'ai tout vu. Je crois que ce n'est pas le moment des questions, c'est ça? Ça sera tout à l'heure.
Alors, ce n'est pas une liste publiée, mais en effet, les investisseurs qui ont déjà fait une demande auprès de NACO sont déjà labellisés. Donc, il y a une part de la démarche qui se fait tranquillement, puisque leur nom est déjà là, il y a un sésame, ils rentrent et ils viennent faire leur demande pour un dossier donné. Quand un investisseur vient pour la première fois demander le co-investissement à NACO, il doit fournir quelques papiers, montrer que c'est un investisseur qui a une certaine éthique, qui est peut-être déjà agréé par l'AMF ou qui a une certaine pratique, une certaine ancienneté, une honorabilité. Et donc là, ça peut prendre 15 jours, 3 semaines avant qu'il y ait l'agrément. Mais ça se fait quand même relativement facilement. Il y a quelques types d'investisseurs qui ne vont pas être agréés en tant que tels. C'est le business angel qui amène moins de 10 000 euros, il ne va pas être agréé. C'est le petit fonds qu'on ne connaît pas qui est au Luxembourg et qui ne peut pas montrer de patte blanche ici. Voilà, c'est plutôt ça. Et pour les plateformes de crowdfunding, il y a une possibilité de labellisation, mais qui est quand même aujourd'hui durcie. Toutes les plateformes de crowdfunding ne sont pas labellisables comme ça d'emblée. En général, elles vont être regardées de près et puis ça va être en fonction de chaque projet qu'elles vont amener qu'éventuellement le déclenchement va pouvoir se faire. Ouais, alors aviser, j'ai pas de définition absolue et j'en ai pas trouvé. On va dire investisseur, peut-être Jean-Michel a une réponse, mais moi je ne l'ai pas exactement. Entendu au sens du French Tech Seed, ça je peux vous en parler un peu plus. On parle d'investisseur qui a une habitude d'investissement, qui n'en est pas à son premier coup d'essai. On parle d'investisseur qui n'est pas de la famille ou de l'entourage direct du porteur de projet. On parle d'investisseur qui n'est pas déjà dans le tour de table. Et donc après, ça permet une ouverture quand même à beaucoup de monde. On va dire, vous pouvez le faire par défaut, en creux, quoi. Après la levée de fonds, jusqu'à 3 mois après la levée. Ça veut dire que la décision, et c'est quand même timé, hein, si vous ne faites pas la demande dans le mois qui suit votre levée, ça va être difficile parce qu'il faut que BPI prenne une décision dans les 3 mois. Que tout le monde m'entend. Oui. Voilà. C'est bon? Ça fonctionne? Je pense que c'est bon. Ok. Ce que je propose dans un premier temps, c'est que chacun se présente très brièvement pour présenter son activité, l'effectif et le stade d'avancement de l'entreprise, qu'on ait une idée de qui vous êtes très rapidement. Voilà. Donc je donne la parole à Monsieur Rawadi, qui est CEO de LNC Therapeutics. Bonjour tout le monde. Donc, je suis Georges Rawadi, CEO de LNC Therapeutics, qui est une biotech qui développe des traitements à partir des bactéries du microbiome intestinal. Le microbiome intestinal, c'est l'ensemble de bactéries, virus et autres micro-organismes qui vivent à la surface de notre corps, sur la peau, dans les tissus muqueux et surtout dans l'intestin, où il y a à peu près 2 kg de notre masse que constitue cet organe. C'est des centaines de milliards de bactéries et des fonctions et un génome qui est 20 fois plus important que notre propre génome.
Donc c'est une source à la fois de nouvelles fonctions et d'informations. Et surtout, on a découvert très récemment, quand on dit on, c'est la communauté scientifique, que le microbiome joue un rôle central dans notre santé. C'est pas juste pour assurer des fonctions digestives. Aujourd'hui, on sait que le microbiome contrôle notre métabolisme, contrôle le système immunitaire. Et très récemment, et d'une façon très surprenante, on a découvert que le microbiome contrôle notre cerveau et nos comportements, et à l'origine de beaucoup de maladies liées au développement de nos neurones et de fonctionnement de nos neurones. Donc, on développe des bactéries issues de microbiome et aujourd'hui, on développe un pipeline ou un portefeuille de produits qui utilisent des bactéries uniques, c'est-à-dire on va les formuler dans des pilules qu'on va prendre oralement, donc on va les fabriquer, les lyophiliser, les donner d'une façon orale, pour traiter à la fois les maladies métaboliques et l'obésité, pour traiter des maladies inflammatoires de type maladie de Crohn ou des maladies inflammatoires comme l'asthme, mais aussi on a aussi un programme qui démarre dans la dépression. On a montré, en tout cas, à démarrer par la souris, que nos bactéries ou certaines bactéries sont capables de reverser la dépression chez la souris. Donc, actuellement, nous sommes une quinzaine de personnes sur Bordeaux exclusivement, mais on collabore avec des partenaires qui vont de l'Australie, Europe et les États-Unis. Et on est en plein développement, nous recrutons et bien sûr nous levons de l'argent. Et c'est pour ça, à ce titre-là, je suis là pour témoigner de ça. Merci beaucoup. On passe la parole à Gabriel Chéniaud pour Trifrog Therapeutics. Bonjour, oui, donc moi je suis donc Gabriel Chéniaud, je suis le directeur financier de Trifrog Therapeutics. On est une entreprise créée fin 2018 qui travaille sur une technologie d'encapsulation de cellules souches, en fait, afin de développer un système de production industrielle des thérapies cellulaires. Donc, je vais être peut-être un petit peu plus court, mais nous, globalement, on vise en gros l'ensemble des indications visées par la thérapie, par les thérapies cellulaires, vu qu'on s'adresse en fait à la production de la base de ces thérapies qui sont les IPS. Et donc, on a développé un système d'encapsulation qui permet d'avoir une logistique globale des essais cliniques et des traitements. Voilà, on exploite cette technologie donc depuis 1 an. Là, on est à peu près 17. On va monter en puissance encore un petit peu l'an prochain. On va attendre une trentaine de personnes. Et donc, on a réalisé une levée de fonds assez importante en avril dernier, donc, dont on témoignera un peu plus tard. Voilà. Je passe la parole à Monsieur Petit pour Irdis Oridec Gestion. Bonjour et merci pour l'invitation. Donc Irdis Oridec Gestion, on est un fonds d'investissement régional basé à Toulouse, Bordeaux et Montpellier. Donc on investit exclusivement en Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. Donc on est généraliste par nature. Et donc on a deux métiers. On a le métier du LBO Capital Développement, dont je vais moins parler bien sûr ici, et le métier de l'innovation et du capital risque. Donc on gère environ 350 millions d'euros. C'est une somme importante, mais en fait qui dans notre métier n'est pas une grosse somme aujourd'hui. Et en innovation, on a un volant d'activité d'environ 100 millions d'euros avec deux fonds, deux familles de fonds. La première famille, ce sont des fonds d'amorçage, donc qui interviennent très tôt dès la création d'entreprise, se focalisant essentiellement sur des technologies. C'est un fonds très techno. Et on a un deuxième fonds qui est un fonds de capital risque qui, lui, investit plutôt dans des séries A ou des séries B, qui a un gros focus digital. Donc ces fonds datent de 2018, donc c'est des fonds assez récents en fait. Et comme je l'ai dit, je pense que je l'ai dit, donc on a 100 millions d'euros d'investissement à peu près pour ces fonds. Donc on peut investir des montants qui peuvent aller jusqu'à 3-4 millions d'euros par société. Donc on est investisseur de Trifrog, investisseur de LNC, de Fine Art aussi à Bordeaux. Je ne cite que ces trois-là. Et donc on est une vingtaine de personnes à peu près. Dans l'équipe innovation, il y a 7 personnes, dont une personne qui est à Bordeaux, qui s'appelle Mathieu Goudot, que certains d'entre vous doivent connaître. Oui, déjà. Et quel type d'entreprise peut-être qui serait intéressant vous intéresse particulièrement ?
Donc dans le domaine de l'innovation, comme je disais, on n'est pas spécialisé, donc on est ce qu'on appelle des généralistes. Oui. C'est quelque chose d'assez important, parce que nous, on est dans un domaine d'investissement qui nécessite une très grande connaissance en fait, des technologies. Donc on investit dans le monde de la santé, on investit dans le digital, donc ça c'est très très large, dans tout ce qui est efficacité énergétique, environnement, recyclage, ce genre de thématiques. Et aussi l'industrie. Dans l'industrie, on met pas mal de choses. C'est ce qu'on peut appeler le hardware, ou alors ici par exemple à Bordeaux, ce sont toutes les sociétés de laser, parce qu'on a plusieurs investissements dans ce domaine à Bordeaux. Ok, merci beaucoup. On va donner la parole à Monsieur Mirambeau. Bonjour, merci pour l'invitation. Donc, moi, je suis Benoît Mirambeau. On a créé avec mon cofondateur et associé Nicolas Babin la société en juillet 2017. Et en 2 ans, on a développé une application pour personnes diabétiques qui est un dispositif médical certifié 2B. L'entreprise est ISO 13485 pour justement avoir l'autorisation de développer des dispositifs médicaux. Nous allons annoncer, donc je vous le dis, bon voilà, j'ai appris ça ce matin, notre algorithme apprenant prédictif qu'on utilise dans notre IA est breveté, donc ça va être publié ce mois-ci, donc c'est quand même assez rare. Il y a beaucoup d'annonces sur l'IA. Nous, on n'en a jamais trop parlé, mais nous, on a réussi à breveter l'algorithme. En 2 ans, qu'est-ce qu'on a réussi à faire commercialement? On a réussi à être distribué au Liban, au Maroc, à avoir un conseil scientifique aux Emirates. On travaille avec l'hôpital, le CHU de Duke aux États-Unis, avec la Belgique. Donc en fait, on est allé très vite et certainement un peu trop vite à chaque fois pour les investisseurs qui ne pensaient pas qu'on allait aller aussi vite. Et dans l'effectif, on est aujourd'hui 15. Et l'année prochaine, nous devrions être entre 20 et 30 personnes, puisqu'en fait, l'objectif n'est pas d'avoir une seule application pour répondre à un problème particulier, qui est le calcul d'une dose d'insuline à s'injecter. Mais notre objectif est de prendre en charge la maladie et le patient dans sa globalité d'être humain. Donc une seule application ne suffit pas, en tout cas une seule fonction, je dirais. Il en faut beaucoup d'autres, et là on est en train de travailler sur la télésurveillance, la téléconsultation, etc., du patient diabétique. Et l'année prochaine, on va avoir beaucoup d'autres annonces très intéressantes. Merci. Merci beaucoup pour ces présentations. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence par des questions un petit peu générales et on fera ensuite un focus sur le duo Irdis Oridec Gestion et Trifoc Therapeutics, puisqu'ils ont collaboré, travaillé ensemble. Et ce qui était intéressant, c'était de voir un petit peu les regards qu'ils ont portés l'un sur l'autre au moment de la levée de fonds. Donc il y aura ce petit focus et on passera à des questions plus générales ensuite. La première question qui s'adresse du coup à vous tous, c'est de savoir à quel stade de maturité vous avez levé des fonds, à quel moment vous avez commencé cette aventure. Voilà. Chacun. Est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne, merci. En fait, on est dans un modèle économique, surtout quand on parle de biotech, où on sait pendant très longtemps on ne va jamais générer de chiffre d'affaires. Et quand je parle de biotech, je parle de biotech thérapeutique. Peut-être dans le monde digital, c'est un petit peu différent parce qu'on peut se projeter vers la mise entre les mains d'utilisateurs de nos applications beaucoup plus tôt que dans notre domaine où on développe des médicaments, où le cycle est très long. On est en train de parler de une dizaine d'années à peu près, moyenne, pour amener un produit vers une autorisation de mise sur le marché. Et donc, du coup, ça nous oblige d'aller lever de l'argent très tôt. Pour nous, la question, elle ne se pose pas dès qu'il y a une idée, dès qu'il y a un projet en place. Il faut lever de l'argent parce que les besoins en financement sont très importants et en termes de chiffre d'affaires, ça va venir beaucoup plus tard ou si on fait un partenariat. Après, aller vers les investisseurs, bon, c'est au cas par cas. Il y a tout l'argent d'amorçage qui est disponible chez BPI et pas à travers d'autres véhicules qu'il faut d'abord utiliser, à mon sens, pour maturer son projet. Je pense à ce qu'on fait, nous, beaucoup de biotech. Mais aller vers l'investisseur, en tout cas, de mon point de vue,
est nécessaire. Il faut appréhender ça très tôt, apprendre, on va en parler, les codes et savoir comment réussir à travers ce parcours qui n'est pas évident parce qu'il y a autant de difficultés, je dirais, qu'il y a d'investisseurs sur la place. Et il faut s'habituer à traiter avec eux et comprendre, pouvoir leur expliquer et aussi comprendre leurs problématiques. Alors, peut-être pour préciser, est-ce que vous avez commencé à lever des fonds quand vous aviez déjà une ébauche de produits? Il y avait quelque chose peut-être? Oui, bien sûr. Enfin, moi, avec LNC, l'histoire elle est un peu différente parce que je ne suis pas fondateur. J'ai pris la direction de l'entreprise alors que l'entreprise elle avait déjà une histoire et c'était pour la repositionner sur un autre domaine. Et je pense, en fait, mais tout dépend de l'histoire, de la promesse et du potentiel qu'on raconte. Moi, à travers ma carrière, où j'ai toujours fait des choses qui étaient au départ innovantes, pas reconnues et qui étaient très prometteuses, on a à chaque fois été levé de l'argent avec les idées et la promesse. Mais il faut savoir bien le formuler, bien éclaircir sa stratégie et rarement avec un produit défini. Après, quand le produit est là, je dirais ce sont d'autres problèmes qui se posent, qui sont des problèmes de marché. Mais dans un premier temps, j'étais dans des sociétés où on faisait du gene editing il y a 10 ans, où personne ne croyait dans le gene editing ou dans les thérapies cellulaires, ou quand il n'y avait aucun produit approuvé. Et là, là, dans le microbiome, où il n'y a pas de produit approuvé. Et en fait, il faut faire le pari de la technologie, de la promesse, et montrer qu'on a suffisamment les reins solides pour pouvoir amener ce projet à bon port. Ok, merci. On va passer la parole à Monsieur Chéniaud. Alors, déjà, Trifroc, c'est un projet qui a été monté par 2 chercheurs qui ont été accompagnés déjà à partir de l'IDEX à la SAD. Donc, ils ont été aussi accompagnés financièrement dans des stades assez précoces, c'était pas encore une entreprise. Donc, déjà, il y a cet aspect-là du financement, notamment pour des projets qui sont très R et qui sont portés par des chercheurs dans des laboratoires qui sont un peu innovants. Donc, cette partie-là, déjà, c'est une composante importante du financement de ce type de projet. Après, aujourd'hui, c'est plutôt côté entreprise. Donc, nous, on avait des nécessités. C'est des projets qui sont très consommateurs. Donc, en fait, en fonction de l'ambition et de la rapidité de la roadmap technologique qu'on a, la première levée de fonds, donc nous, on a fait un seed et un tour A assez proche. Mais globalement, en biotech, on ne peut pas se baser sur un site trop petit. Parce que on ne fait pas grand-chose. Entre guillemets, tous les profils sont chers, toutes les expériences sont chères. Donc si on veut avancer dans la roadmap techno, il faut directement être relativement ambitieux dans le montant de la levée. Donc nous, on avait fait un premier seed qui était autour de 500 000 euros, avec des fonds locaux et un business angel. Donc on s'est appuyé là-dessus et sur le fait qu'on ait gagné iLab aussi pour déjà construire une première roadmap, une première montée en puissance jusqu'au tour A, mais qui s'est fait assez rapidement. Donc, en fait, les points clés, au moment, il ne faut pas faire sa levée de fonds trop tôt, en ayant trop d'incertitudes sur sa roadmap, son business model, ses objectifs, etc. Il faut déjà être à peu près sûr de soi. Et après, quand on va chercher des fonds un petit peu plus importants, là, il faut avoir structuré l'intégralité du discours, donc tout le discours technique, le positionnement marché, l'accès au marché, bien sûr, et puis la montée en puissance des effectifs aussi. Donc voilà, le site, c'est un tour relativement important dans certaines activités, notamment l'IT ou des activités qui ne sont pas forcément très consommatrices au début de cash. Par contre, en biotech, ça nécessite de vite embrayer sur des financements un peu plus importants, voire beaucoup plus importants dans notre cas. Merci beaucoup. On va passer la parole peut-être à Benoît Mirambeau. Oui, moi je suis passé par toutes les étapes, aussi. Mais par contre, dès le début, moi, ce sont des amis qui ont investi. Donc en fait, je suis passé par toutes les étapes, mais je n'ai séduit personne. Donc voilà, et ça arrive. Hein. Donc moi d'abord, ça a été des amis qui ont investi. Ensuite, je n'arrivais pas à séduire les fonds, donc j'ai séduit les banques. C'est assez exceptionnel aussi, hein, c'est assez rare pour le dire, puisque j'ai 4 banques qui sont rentrées et qui m'ont prêté de l'argent.
Donc en fait, jusqu'ici, en réalité, je n'ai pas levé de fonds. Les fonds que j'ai levés, ce sont les amis et les banques. Malgré tout, on est quand même à un investissement de 2 millions d'euros. Alors, il y a des raisons à ça, et en fait, elles ont été dites aussi. Quand on est dans l'innovation, on n'est pas forcément compris, et il faut avoir je dirais, un col. Moi, je ne suis pas un col. Moi, je ne suis pas diabétique, je ne suis pas médecin, je ne suis pas informaticien. Et donc, je n'ai pas forcément de légitimité. Et dans le diabète, aujourd'hui, il y a beaucoup de propositions. Et on confond beaucoup de choses. Et ça, il faut arriver à rassurer sur le produit qu'on veut faire et qu'on fait. Et c'est ça qui, pour moi, a été difficile. Et les contraintes en médical sont les certifications. Ça dépend du produit que vous faites, mais vous êtes en 2 ou en 3, vous devez être ISO, etc. Aujourd'hui, quand je faisais des présentations, il était impossible d'être certifié. Tout le monde me disait, même les labos le disaient, il vous faut 3 ans, 4 ans. En 14 mois, le produit est certifié. Et donc, en fait, c'est un problème parce que si vous n'êtes pas dans le temps que les autres pensent, vous ne levez pas. Dans la séduction, il y a un temps, et si vous ne projetez pas dans ce temps-là, vous ne correspondez pas à ça, c'est aussi un handicap. Pour nous, ça a été un gros handicap d'aller très vite, en fait. Et bon, voilà. C'est intéressant comme retour. Merci. Alors, la deuxième question, ça concerne vos objectifs, en fait. En levant des fonds, quels étaient vos objectifs? Qu'est-ce que vous vouliez faire avec l'argent? Qu'est-ce que vous voulez faire prochainement avec l'argent si vous levez? Voilà. Comme vous voulez. C'est assez simple. Nous, notre vision, c'est de construire la biotech leader, pas à Bordeaux, pas en France, pas en Europe, mais dans le monde, dans notre domaine. Et voilà, pour arriver à cet objectif-là, ça passe par un portefeuille de produits, par du succès clinique et par générer suffisamment de valeur et de valeur clinique pour aussi attirer des partenariats avec les pharma. Quand je dis les pharma, on les connaît tous, Pfizer, Novartis et compagnie. Donc ça, comme ça a été dit, c'est consommateur de cash. On connaît les chiffres, à peu près c'est plus d'1 milliard pour amener un produit vers une autorisation de mise sur le marché. Donc voilà, ça vous donne un peu les ampleurs. Si vous avez 10 produits dans le portefeuille, voilà, c'est ça à peu près, pendant 10 ans, vous allez consommer 10 milliards de dollars. En fait, en réalité, c'est les choses un peu plus nuancées que ça. Mais nos besoins en financement, et quand on fait les tours, c'est en fait à chaque fois, on en a besoin de plus. Pourquoi? Parce qu'on avance, on développe l'entreprise, recruter aussi les talents, recruter les expertises, ça coûte cher, mais surtout le développement thérapeutique et toutes les normes qui nous sont posées rend cela très cher. Donc nous, quand on lève de l'argent, c'est en fait au service de cela, c'est pour développer l'entreprise, c'est au service de notre vision et ambition. Et là, on a un objectif de lever plusieurs dizaines de millions, j'espère l'année prochaine. Et voilà, et ça va en crescendo. Je pense que tout le monde on peut en témoigner. C'est développer l'entreprise et au service de notre vision. Quelque chose à rajouter? Oui, sachant qu'il y a une certaine mécanique, c'est-à-dire que à partir du moment où on est entré dans une phase où on développe beaucoup, on sait qu'on va avoir, on sait à peu près toujours à chaque fois qu'on lève des fonds qu'on a en gros 2 ans et demi pour créer assez de valeur pour refaire une levée de fonds dans des bonnes conditions, c'est-à-dire je sais pas, vous levez 10 sur une valeur à 30 millions. Si vous voulez lever 50 pour votre phase d'après, il faut que votre valeur elle fasse 3 fois ce chiffre-là. Donc il faut être capable de passer assez de milestones, que ce soit technique ou business, pour justifier des valeurs qui sont parfois 5, 10 fois ou 20 fois plus importantes quelques mois après ou quelques années après. Donc il faut réfléchir ces levées de fonds en fonction aussi de la valeur qu'on est capable de créer dans l'espace-temps qu'elles nous laissent, quoi. Et puis aussi, il y a tout l'aspect
on le traitera peut-être après, le fait que dire que la levée de fonds, c'est pas la seule source de financement d'une biotech et qu'il y a effectivement toutes les aides. D'ailleurs, il y a XEU qui nous a aidés pour une aide européenne là-bas. Il y a toutes les aides qui viennent en complément, les aides de BPI. Moi, je suis un ancien BPI, donc BPI sont quand même assez aidants dans ces process-là. La région, bien sûr, et puis aussi potentiellement des collaborations. Nous, on est dans un modèle où on a besoin de collaborer avec les pharma pour financer nos programmes. Donc ça aussi, ça peut être une source de financement qui peut arriver après quelques années. Ce n'est pas forcément le marché d'aller forcément aux patients le plus vite possible qui est la seule source de financement de chiffre d'affaires, mais il y a aussi d'autres leviers. Donc voilà, toute la roadmap financière, elle est organisée autour de cette espèce de rythme de vie financier des biotech, notamment avec des cycles de entre 2 ans et 3 ans, où il faut toujours même parfois plus rapprocher, où il faut aller relever, et donc il faut créer de la valeur. Donc il y a une espèce de, pas d'emballement, parce que tout est logique, il n'y a pas de... Voilà, c'est pas... Mais c'est une difficulté d'être capable de rythmer sa création de valeur comme ça. Ok. Aujourd'hui, donc, nous aussi, on a levé de fonds, mais nous, on a passé toutes les étapes de la création du produit, puisque malgré les contraintes, il est déjà sur le marché. Il est même remboursé par la Sécu. Et donc là, la levée de fonds ne sert uniquement... Enfin, elle est concentrée sur, justement, l'évangélisation, finalement, des hôpitaux et du milieu médical français, avec un modèle économique français, mais qui ne convient pas à l'international. Or, nous, on est à l'international. Et donc, c'est aussi ça. On a besoin aussi de cet accompagnement, d'avoir un accompagnement aussi pour l'international. Donc, nous, c'est vraiment la mise sur le marché, même si on continue à développer d'autres fonctions. Mais c'est vraiment le fonds, là, aujourd'hui, est nécessaire pour arriver à commercialiser dans le milieu médical, qui est un milieu assez particulier, quand même. Et donc, c'est traduit par des embauches, par quoi? Exactement. Alors, dans le milieu médical, les commerciaux, moi, j'ai un responsable commercial France, mais en fait, paradoxalement, c'est plus simple. On va pas passer du temps à recruter des commerciaux, premièrement parce qu'ils sont chers, et deuxièmement parce que c'est long. En fait, il y a dans le médical, justement, des sociétés de visiteurs médicaux spécialisés dans des domaines et dans des maladies. Vous montez avec eux le projet de commercialisation et ils mettent à disposition leur réseau. Et l'avantage avec certaines de ces sociétés, c'est qu'en fait, ils ont un réseau européen. Et quand on est marqué CE comme nous, on a accès immédiatement à tous les pays de l'Europe. Et donc, on peut aller très vite dans cette évangélisation. Mais bon, ça coûte cher. Les recrutements sont surtout techniques pour les développements, mais pas forcément commercial pour le médical. D'accord. Merci pour ces précisions. La question d'après, vous y en avez partiellement répondu, mais peut-être pas tous. Vers qui vous vous êtes tourné quand vous cherchez des fonds? Alors, vous avez répondu, Monsieur Birambeau, je pense à cette question. Vous, partiellement. Peut-être vous pouvez nous préciser si vous avez fait appel à des fonds régionaux, des BA, des banques, voilà, d'autres financements, voilà, des proches. Voilà. Nous, on a fait un peu tous les gens que vous avez cités, c'est-à-dire qu'on a commencé par un business angel de notre réseau. On n'a pas fait de démarche active vis-à-vis des réseaux de business angel, mais dans notre réseau, on avait un business angel qui était motivé par le projet, donc ça nous a servi un petit peu d'allumette de départ. Sachant que nous, on avait l'avantage d'avoir une visibilité, entre guillemets, sur notre caractère innovant avec iLab. Donc on n'a pas eu forcément de mal à joindre des fonds locaux à ce business angel. Mais on s'est adressé, en seeding, on s'est adressé à notre réseau et aux fonds locaux. Et pour le tour A, qui était de 7 millions d'euros, là, forcément, on est allé voir un petit peu plus large. On s'est beaucoup appuyé sur Jean-Luc Triou, qui est l'ancien dirigeant de LNC, et qui nous a, parce qu'il y a toute une partie le réseau, c'est très important dans les levées de fonds. C'est pas du tout obligatoire d'avoir un gros réseau. Par contre, effectivement, ça accélère certaines démarches. Donc après, les fonds eux-mêmes, nous, on a été chercher des fonds spécialistes, et d'ailleurs on avait des pools de fonds spécialistes qui s'étaient positionnés sur le dossier, donc on avait entre guillemets réussi à séduire cette frange-là, mais par contre finalement c'est un fonds plus généraliste techno
qu'on a choisi pour des raisons de valo notamment, mais il y en avait d'autres. Donc voilà, il ne faut pas forcément essayer de viser uniquement les fonds spécialistes du domaine, parce que les fonds qui ont, comme Mirdi par exemple, qui regardent tous les secteurs de techno, ils peuvent avoir parfois une valeur ajoutée ou une vision un peu différente. Et donc on peut potentiellement faire des levées plus intéressantes avec des fonds qui ne sont pas forcément des fonds spécialistes du business sur lequel on évolue, notamment dans les tours early stage. Parce qu'après, il y a des fonds large venture multi-techno, mais bon, en France, ils ne sont pas forcément très faciles d'accès. Donc voilà, il faut, au fur et à mesure, on va sur des fonds de plus en plus spécialisés et qui maîtrisent un petit peu tout l'environnement, les business models, et voilà. Ok. Vous avez d'autres choses à rajouter? Oui, je pense, en fait, les types de fonds qu'on vise, ça va dépendre de l'état de maturité, en fait, de l'entreprise. Mais plus l'entreprise se spécialise, avance, a besoin de plus de fonds, en fait, le premier criblage se fait sur combien on veut lever, avec quel business plan, et quels sont les fonds qui sont capables de mettre ce ticket-là. Si vous cherchez à lever 10 millions, il y a certains fonds qui, si c'est moins de 15, 20, 30, ils ne s'intéressent pas à vous. Et d'autres, c'est l'inverse. Si c'est plus de 1 million, pareil, ça les dépasse. Donc déjà, c'est un premier criblage qu'il faut faire. Quand on a déjà syndiqué des investisseurs, ça va être en fait le premier choix. Et aussi, quand on a syndiqué des investisseurs, eux aussi, ils peuvent nous faire bénéficier de leur réseau pour accéder à d'autres investisseurs qu'ils connaissent éventuellement, ou nous aider dans la démarche. Mais je pense que quand on fait une levée de fonds, en fait, il y a souvent un effet de masse. Dès qu'il y a quelqu'un qui met une certaine somme, ça encourage les autres. Et il y a plein de... Enfin, c'est l'effet damier qui se déclenche. Et il y en a plein d'autres qui disent « Ah, ok, en fait, la difficulté, toujours, c'est d'identifier celui qui va mettre le gros ticket. » Et il y a plein d'autres qui vont venir et disent ils vont être encouragés. Mais cela n'enlève pas qu'il faut... nous, typiquement dans la région Nouvelle-Aquitaine, même si on lève 20 millions, on ira chercher aussi les dispositifs locaux, parce que ça aide toujours à avoir un demi-million, 1 million de plus. C'est l'argent, ça coûte cher, c'est très difficile de lever. Donc quand on fait ça, on regarde tout indépendamment de la somme. Ok. Peut-être là, passer à la question suivante. Comment vous y êtes pris pour faire votre levée de fonds très concrètement? Est-ce que vous êtes parti tout seul, accompagné, par qui, comment? Voilà, c'est un peu le... En fait, je peux parler de mon exemple perso. Moi, je suis d'abord, comme j'ai dit, je me suis appuyé sur le syndicat d'investisseurs existant, sur le réseau, et les personnes autour de moi peuvent m'introduire auprès d'autres. Et puis ça peut être 20, 25, 30% de l'activité. Oui. Et le reste, en fait, il faut prendre son slide deck qu'on a fait, qu'on a réfléchi pendant très longtemps et qui n'est jamais parfait. Et faire le tour de la France, le tour de l'Europe et dans certains cas le tour du monde. Et donc vous passez, moi j'étais dans ma carrière scientifique, j'ai fait beaucoup de criblage à haut débit et où vous criblez des centaines de milliers de composés. Et puis là c'est pareil, vous allez parler à énormément de monde que vous avez pensé que vous les avez sélectionnés, etc. Mais en fait on ne les connaît pas très bien, il faut les avoir rencontrés au moins une fois pour qu'ils vous expliquent qu'est-ce qu'ils font, à quoi ils s'intéressent. Et puis voilà, et vous revenez après avoir fait X présentations avec quelques marques d'intérêt, vous partez de là. Des fois, c'est bien de se faire accompagner par des gens qui ont deux réseaux. Pour certains montants assez élevés, certaines banques peuvent être utiles, ce qu'on appelle des banques d'investissement. Mais in fine, je pense que les investisseurs aiment bien voir l'équipe dirigeante, aiment bien discuter avec eux, comprendre qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qui les motive, c'est quoi le projet, vers quoi. Donc voilà. Ouais, effectivement, il y a pas mal de points qui sont dits. Après,
Ça dépend aussi un petit peu de l'expérience qu'on a, c'est-à-dire que quand notamment les chercheurs qui n'ont pas forcément l'habitude de faire ce type de présentation, même s'ils en font plein et qu'il faut aussi convaincre des gens de donner de l'argent, c'est pas le sujet, mais ils n'ont pas forcément l'habitude des formats. Donc l'accompagnement, il commence assez tôt, c'est-à-dire il commence pas au moment où on va voir les gens, il commence à structurer le business plan, notamment le business plan financier, il commence à peaufiner un peu ses arguments, notamment sa vision du marché, la vision de comment on va accéder à ce marché. Est-ce que toute la composante technologique, enfin en général c'est des chercheurs qui portent ces projets-là, c'est pas trop compliqué d'expliquer, même si parfois c'est compliqué de bien expliquer à des gens dont c'est pas forcément le métier. Mais disons que cette partie-là, en général, on arrive à convaincre sur ces sujets technologiques. Par contre, tout ce qu'on va mettre autour et tout ce que les investisseurs vont regarder à côté de la dimension scientifique, ça, c'est des éléments qu'il faut travailler et qu'il faut maîtriser au moment où on les présente. Donc on ne peut pas construire son discours au fur et à mesure de rencontres avec des investisseurs. Il faut, entre guillemets, il faut optimiser chaque rencontre. Donc la préparation d'une levée de fonds, elle commence bien avant de commencer à faire le premier pitch avec son slide deck. Et effectivement, Georges l'a dit, c'est que les slides avec lesquels on va arriver devant le premier investisseur, en général, on les a présentés 250 fois et on les a... Et pour ça, typiquement, la BI et tout le réseau, il y a plein de gens qui sont capables d'apporter un regard un petit peu différent sur ces presses-là. Après, en accompagnement, vraiment, moi, de mon expérience, qui n'est pas non plus très très longue, mais il y a une partie de l'accompagnement qui est sur justement la construction du discours et surtout du BP financier qui va avec. Moi, je suis un peu financier, donc c'est quand même un sujet très important au final. Parce que quand on est capable de faire un business plan détaillé, ça veut dire qu'on a à peu près compris ce qui allait se passer derrière. Donc, quand on l'explique, c'est plus clair. Et après, il y a la partie vraiment levée de fonds, c'est-à-dire aller toucher les gens dans un format qu'ils ont l'habitude d'avoir ou même le réseau directement. Ça peut être une autre partie. Alors, parfois, c'est la même personne qui fait les deux jobs. En l'occurrence, nous, Trifroc, c'était 2 personnes différentes. Voilà, donc c'est un processus complexe. Et après, il y a toute la gestion de la relation avec les investisseurs une fois qu'ils sont un peu fichés, quoi. Et ça, ça aussi, c'est très compliqué. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse au projet que 3 mois après, ça va se signer dans de bonnes conditions. Il y a encore tout un travail qui est un travail, on en parlait au téléphone la dernière fois, c'est un travail technique de négocier une levée de fonds. Donc il faut quelqu'un, soit le dirigeant, il monte en compétence d'un coup et c'est formidable, soit il faut quelqu'un avec lui pour participer et élaborer ces discussions techniques qui sont parfois un peu difficiles, quoi. Voilà. Et ce quelqu'un, ça peut être qui, par exemple? C'est un leveur de fonds classique, c'est un consultant, ça peut être qui? Le problème des leveurs de fonds, des cabinets, alors j'ai la tête là et j'ai absolument rien contre eux, c'est que moi je trouve que dans les projets tech, il faut que la personne qui s'occupe de la partie financière et de la gestion de la relation avec les fonds, elle soit un peu intégrée au projet. Il ne faut pas que ce soit juste un accompagnement un peu de surface et de marketing financier. Il faut que les chercheurs, ils s'intéressent, enfin les chercheurs ou les développeurs, ils s'intéressent à la partie financière. Et pour ça, il faut que la personne qui les accompagne dans ce schéma-là, elle soit présente, pas forcément au quotidien, mais qu'il y ait une relation un peu construite et que la personne qui fait le BP et qui va le présenter avec les dirigeants, ce soit un peu une équipe et que ça se voit, que ça se ressente un peu, quoi. Donc voilà, ça c'est... Donc un cabinet, parfois, il apporte pas forcément ce truc parce que lui, il a un flux, il a 50 dossiers à gérer sur lesquels il a plus ou moins misé, avec des fiches qui sont différentes. Donc c'est difficile d'obtenir ce type de service d'un cabinet, même si ça arrive parfois, hein. Et donc, moi, de mon expérience, c'est bien d'avoir une relation... parce qu'on va aussi vendre une partie de sa boîte, de son projet. Donc, faut y aller avec des gens à qui on a confiance aussi, quoi. Ok. Oui, moi je pense qu'il faut arriver à avoir un fonds très tôt, finalement, très tôt en amorçage, parce qu'en fait, après, il va y avoir un rapport de confiance à travailler ensemble. Et ensuite, pour les levées de fonds futures, ça sera toujours plus simple, peut-être pas plus simple, mais en tout cas, le réseau ou les autres fonds vont quand même avoir des références. Et il va y avoir le même langage. Et c'est quand même ça très important. C'est pour ça qu'en amorçage, je pense qu'il faut arriver à avoir un fonds, même si c'est pas pour beaucoup, une grosse somme,
Il faut avoir un fonds en amorçage qui peut servir de tremplin et de réseau. Et, voilà. Ok. On va faire un petit focus sur l'expérience commune de Trifrog et d'IRDI. Donc les questions vont s'adresser à eux, mais elles sont assez simples. L'idée, c'est d'avoir la vision de chacun pendant la levée de fonds. Selon vous, Trifrog, quels étaient vos points forts et vos points faibles? Sur quoi vous pensez avoir convaincu? Moi, je pense que déjà, nos points forts, c'était que la techno, c'est une technologie déjà qui est disruptive dans son marché et qu'elle s'applique à toutes les composantes du sujet qu'elle traite, c'est-à-dire la thérapie cellulaire. C'est-à-dire que c'est une technologie qui s'adresse pas uniquement à une toute petite partie du process de production de thérapie, mais qui, une fois qu'on l'a intégrée, elle permet de simplifier toutes les étapes de la chaîne de production des thérapies cellulaires. Et ça a une valeur très très forte dans un marché qui lui-même a une valeur très très forte. Donc, de fait, entre guillemets, on n'avait pas beaucoup de mal, je crois, à convaincre sur le potentiel de valeur du projet. Donc ça, c'est déjà un point assez important du business potentiel qu'on peut faire avec. Ensuite, après, sur la solidité de la techno elle-même, je pense que les fondateurs, ils maîtrisent le sujet, donc ils sont très bons, ils expliquent très bien. Ils l'ont développé depuis, au moment où ils ont fait les premiers tours de table, ils l'avaient développé depuis 6-7 ans. Donc, c'est sa techno, quoi. Donc, on la présente bien. Eux, en plus, ils se sont mis assez vite dans le schéma un peu pédagogique de présentation de la techno vis-à-vis des investisseurs. Donc, ils n'ont pas du tout eu de mal à faire la transition entre des discussions techniques et puis des discussions plus business. Donc ça, c'était un point fort du projet, les fondateurs eux-mêmes, quoi. Et puis aussi qu'ils se sont entourés assez tôt de gens, notamment par le réseau local et notamment par l'Unitech, de gens qui avaient l'expérience aussi de toute la route qui mène à le précieux tour A ou la création de la compagnie. Et que du coup, ils n'étaient pas surpris de ce qui... Bon, il y a eu des petites difficultés, mais ils n'étaient pas surpris de ce qui leur arrivait. Ils avaient des gens autour d'eux pour les faire un peu monter en compétence sur les sujets. Donc quand ils sont arrivés devant les fonds, je pense que ils étaient prêts, quoi. Donc voilà. Et puis ensuite, après, je pense que la roadmap aussi et la vision d'exécution du projet, elle était relativement aboutie, même s'il y avait encore quelques trucs à affiner. Mais ils avaient une vraie vision de comment amener la techno à un stade industriel qui pourrait apporter ce qu'elle doit apporter à ce marché-là, quoi. Et selon IRDI, qu'est-ce que c'était les points forts? Donc, non, effectivement, oui, la technologie, c'est quelque chose d'important, mais ce qui nous a surtout plu, et c'est ce qui plaît beaucoup aux investisseurs, c'est l'adéquation, en fait, de la technologie avec le besoin de marché. C'est-à-dire qu'on essaye de financer des sociétés qui vont vraiment résoudre des gros problèmes d'un process industriel ou d'un besoin clinique, par exemple, dans le cas de la thérapie. Et donc là, on était vraiment sur un cas, presque un cas d'école, parce que la thérapie cellulaire qui aujourd'hui démarre, en fait, et connaît maintenant des succès très importants, notamment dans le cancer, avec les CAR-T-cells, où la production est juste un cauchemar. C'est un véritable cauchemar. Et donc la problématique de la production en thérapie cellulaire, c'est vraiment crucial. Et donc Trifrog venait résoudre, en fait, ou va peut-être résoudre ce problème. Et donc ça, pour nous, c'était vraiment c'était comme le Holy Grail, quoi. Oui. Et bien sûr, oui, on parlera aussi de la complémentarité des chercheurs, parce qu'il y en a un qui est physicien et l'autre biologiste. Ça nous a aussi beaucoup plu, et ça a beaucoup pesé, je pense, dans les discussions. D'accord. Et quels étaient, selon l'un et l'autre, les points faibles de chacun? Alors, les points faibles, je peux pas tous les dire, parce qu'il y a des choses très très confidentielles. Oui. L'un des problématiques de la technologie de Trifrog, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on pourrait quasiment dire, je vais être provocateur, qu'elle n'a pas de modèle d'affaires. C'est un peu fâcheux là, pour un investisseur de dire ça, mais c'est à peu près le cas, parce qu'il pourrait être simplement ce qu'on appelle j'ai utilisé des termes un peu techniques, là, un CDMO, c'est-à-dire des gens qui vont produire des médicaments ou des cellules, en fait, pour les pharma. Ou d'un autre côté, où il pourrait être carrément
un développeur de thérapie cellulaire et garder la technologie pour eux. Donc aujourd'hui, on se pose des tas de questions. Est-ce qu'on devrait faire, par exemple, du business développement? Est-ce qu'on devrait faire ça, parcourir le monde pour trouver des clients, ou alors garder la techno pour nous? Je pense qu'il n'y a pas de mal aujourd'hui à Trifrog de faire du business développement, parce que c'est très important de se confronter à la réalité. Donc c'est quand même pas un petit... c'est quand même quelque chose d'assez important. Mais en fait, c'est pas très grave, parce que on s'est associé en fait avec des gens qui étaient conscients de ce problème-là et avec qui on pouvait aussi discuter de ça, et c'est un sujet auquel on s'est donné peut-être un an et demi à résoudre, mais on sait que la technologie est jeune, donc elle a besoin de maturer, donc c'est pas un vrai problème. Après, il y avait d'autres points faibles qui sont complètement inhérents au stade de développement de la société. On est en présence de deux jeunes, enfin ils sont jeunes, plus très jeunes maintenant en fait, hein, toujours un peu jeunes. Je ne suis pas Gabriel, mais je parle des fondateurs, mais deux personnes qui n'avaient pas créé de société. Donc nous, alors là, on est toujours, surtout dans les domaines comme ça, qui sont très codifiés, très réglementés, on aime bien avoir des gens qui ont beaucoup d'expérience. Donc ce qui a aidé effectivement, c'est que d'abord c'était vraiment des personnes remarquables avec qui on pourra discuter dans l'avenir, et aussi ils ont été épaulés comme le rappelait Gabriel, dans ce processus par différentes personnes. Tu mentionnais Jean-Luc, mais il y a aussi, notamment pour la levée de fonds, tous les conseils, notamment l'avocat qui est vraiment une personne centrale, je pense, maintenant dans les levées de fonds de ce type. Parce que nous, c'est une des premières questions qu'on pose aux jeunes sociétés, enfin aux très jeunes sociétés, si elles sont en contact avec un avocat qui connaît ce processus de levée de fonds, parce que c'est quand même très technique, et donc il y a des choses à savoir, et j'avoue qu'avec Trifrog, ça s'est très bien passé. Très bien. C'était point faible. Oui, et points vous, oui, C'était un peu ça, moi. Qu'est-ce que vous disiez au moment de la levée de fonds? Vous disiez, oh là là, ça va marcher, ça va pas marcher. Je vois pas de quoi vous parlez. Non, globalement, c'est un peu la même idée. C'est-à-dire que nous, on était un peu entre deux modèles d'affaires que les investisseurs maîtrisent, plutôt un aspect thérapie, c'est-à-dire avec une roadmap qui est dirigée vers un essai clinique et une thérapie, ou alors une roadmap vraiment de prestataires techno, soit un peu plateforme, soit un peu CDMO, etc. Donc nous, on voulait pas en fait, on n'était pas vraiment positionné soit sur l'un, soit sur l'autre. Donc oui, notre point faible, c'était qu'on était obligé d'expliquer qu'on n'avait pas choisi l'un ou l'autre, et surtout que c'était pas vraiment l'idée maîtresse, c'était pas de choisir entre l'un et l'autre. C'était justement, dans la thérapie cellulaire, il y a une place il y a déjà des entreprises qui sont positionnées sur ces segments-là, pour des entreprises qui apportent une technologie, qui apportent une nouvelle façon de produire, mais qui aussi ont des axes thérapeutiques majeurs, parce que de toute façon c'est tout simple, c'est qu'une fois qu'on sait produire les cellules dans les conditions thérapeutiques, en fait on a des thérapies, c'est-à-dire c'est de la cellule, la thérapie, donc il n'y a pas besoin de... si on maîtrise le process de production, on maîtrise quasiment toute la chaîne jusqu'au patient, donc il n'y avait pas tellement de raison de choisir. Cela dit, effectivement, c'était un point, on s'est beaucoup posé la question au moment de la préparation des présentations sur est-ce qu'on met un zoom sur un des deux sujets pour que ce soit plus facile à présenter, et finalement on l'a pas fait, donc c'était effectivement un point peut-être un petit peu faible, ou un petit peu un peu différenciant aussi, de fait, mais moi j'aurais dit un peu la même chose, quoi. Très bien. Je repasse à des questions un peu plus générales pour tout le monde. Combien de temps ça vous a pris la levée de fonds? Peut-être Benoît Mirambeau. Il faut compter 6 mois entre 6 mois. Le début et puis au moins et closing, l'argent sur le compte. Oui, c'est 6 mois. T'es d'accord avec ça? Oui, 6 mois, c'est... 6 mois. Oui, après ça dépend de... Enfin, ça dépend à partir de quel moment on compte, parce que... Oui, c'est important ce que vous dites. dites. Oui, le process de levée de fonds, c'est-à-dire le moment où on a vraiment un pitch deck bien fait, qu'on a des contacts avec des gens et qu'on commence vraiment à vouloir lever une somme précise auprès des gens à qui on parle, effectivement, là, avant que ça se signe, oui, c'est parfois 6 mois, parfois un peu plus long, parfois un peu moins. Et par contre, le processus de préparation d'une levée de fonds, c'est pas 6 mois. C'est combien de temps? C'est autant de mois qu'il faut pour être prêt
à arriver à cette arriver étape-là. à- Donc ouais. parfois c'est 6, parfois c'est 2, quand les gens sont méga forts, et puis parfois c'est beaucoup plus long. Vous partagez cet avis Tout à fait. Quelle était votre stratégie de valorisation et vos arguments? Parce que c'est toujours un point quand même d'accroche. Donc je pense que ça intéresse les startups de savoir comment on fait au mieux avec cette question-là. Ouais, c'est très personnel comme sujet. C'est Parce très que- personnel, j'en suis consciente. Parce qu'en fait, je ne sais pas s'il y a une technique sur laquelle tout le monde peut s'accorder pour valoriser une entreprise. Non, ça c'est sûr. Donc en fait, c'est un mélange entre une science, on va dire, ou des calculs financiers basés sur du NPV, sur quand on a une thérapie avec un marché ou une indication bien identifiée. Je pense que quand on a une plateforme, c'est un peu plus compliqué, où on peut faire des projections de vente, etc., et calculer une valeur. Et puis c'est surtout le résultat d'une négociation entre des gens qui ont quelque chose à offrir et d'autres qui sont intéressés à l'acheter. Donc à un moment donné, c'est ça, c'est un rapport quelque part entre l'équipe dirigeante et le fonds et les fonds d'investissement. Et en général, tout dépend comment le syndicat est organisé. S'il y a plusieurs investisseurs, on appelle toujours, il y a toujours un investisseur lead qui fait ce travail-là, et les autres, ils ont tendance à dire, on suit, parce que ça coûte cher, il y a beaucoup de calculs et du temps, il y a le temps des avocats, tout ça. Donc si tout le monde s'y met, des fois ça peut coûter aussi cher que la levée de fonds. Donc voilà, donc c'est une discussion entre l'équipe et l'investisseur lead qui aboutit à un prix. Mais le problématique, c'est que pour le tour suivant, on recommence tout à zéro pratiquement. Si c'est avec le même investisseur, c'est peut-être un peu moins compliqué. Si c'est avec d'autres investisseurs qui rentrent, voilà, il va falloir montrer, convaincre qu'on a créé de la valeur, comme on disait tout à l'heure, avec l'argent qu'on a levé. Et voilà, mais c'est un sujet très, comment dirais-je, je pense pas que on peut créer un consensus sur la façon de le faire. Un petit mot dans les histoires des entreprises du domaine de la santé, on est quand même sur des étapes successives de levée de fonds la plupart du temps, parce que c'est extrêmement capitalistique. Et la tendance souvent de ceux qui commencent les premières levées de fonds, c'est de se focaliser sur celle-ci. On a l'impression que voilà, tout se joue sur la première levée de fonds. C'est pas le cas. Et en général, cette question de la valorisation doit être regardée dans un continuum, ce qu'on appelle une equity story, une sorte de qu'est-ce que ça va être au premier tour, puis au deuxième tour, puis au troisième tour, qu'est-ce qu'on peut imaginer. Donc il y a une fiction à projeter comme ça sur quelques tours. C'est un peu vertigineux parfois d'ailleurs, parce que quand on va à 2, 3, 4 tours devant, on s'aperçoit que en tant qu'entrepreneur, on va être peut-être pas grand-chose au quatrième tour ou au cinquième tour. C'est pas toujours le cas d'ailleurs, c'est pas toujours comme ça que ça se passe. Mais c'est important de faire cet exercice-là et d'avoir des valorisations qui vont progresser doucement par rapport, enfin doucement, progressivement en tout cas, par rapport à la valeur qui va être créée et à la possibilité à chaque stade de ce que peut faire un fonds d'investissement ou ce que pourront faire des fonds d'investissement. Donc c'est surtout de ne pas vouloir tout de suite comme valorisation, le maximum, et de se retrouver coincé sur un tour d'après, à devoir rebricoler pour pouvoir se remettre en position de relever des fonds, parce qu'on est en retard au final sur un milestone, parce que les investisseurs ne nous attendent pas, parce que voilà. Donc ça, c'est extrêmement important de faire cette projection le plus tôt possible. Oui, pour moi, en tant que chef d'entreprise, puisque moi je suis un chef d'entreprise avant d'avoir fait la start-up, valoriser une entreprise, finalement, une entreprise a deux sortes de richesses. Elle a ses actifs et elle a ses clients. Les clients acquis et les clients à acquérir.
Et finalement, la valorisation, au départ, si on part de rien, c'est par rapport à ça qu'il faut se baser. Pour nous, par exemple, nous, on a des certifications, on a maintenant un brevet sur un algorithme prédictif. Ça, c'est un actif. On a déjà des contrats de distribution, on a déjà des utilisateurs. Et après, on a un marché qui s'ouvre à nous. Donc, tout ça permet quand même d'avoir finalement une idée de la richesse à produire. Malgré tout, justement, je rejoins ce qui vient d'être dit, on ne peut pas non plus présenter une ambition trop grande ou trop petite. Il faut s'adapter au fond qu'on va aller chercher. Et donc à la marche qu'on est en train de passer. On ne peut pas passer de rien à 30 millions d'euros parce qu'on pense qu'on a un marché de 200 millions d'euros. Il y a des étapes, et ces étapes aussi permettent d'ailleurs non pas de convaincre, mais de créer une confiance aussi dans ces étapes qui sont franchies. Et on n'a pas non plus besoin d'aller chercher beaucoup pour franchir une grande marche. Voilà, c'est assez complexe parce que c'est plus simple quand on a une entreprise et qu'on doit aller chercher un crédit malgré tout, parce qu'on fait surtout par rapport aux actifs. Mais voilà, c'est ce que je pense. Moi, sur ça, par contre, juste au début, s'il y a des trop grandes différences entre la valorisation qu'on estime, entre guillemets, juste pour notre entreprise et le plan, le déroulé, entre guillemets, de l'augmentation de la valeur dans le temps, s'il y a un trop grand différentiel entre ce que nous, on imaginait et ce que les fonds acceptent comme ça en première discussion, c'est que voilà, c'est soit on présente mal son projet et qu'à ce moment-là, l'ambition, elle est pas perçue, ou voilà, les fonds, ils n'arrivent pas à voir le potentiel, soit que notre roadmap financière, elle est peut-être, voilà, elle est pas juste et il faut la revoir, mais il faut quand même pas qu'il y ait trop de... la discussion, elle peut pas partir, on peut pas commencer à discuter avec quelqu'un, il y en a un qui pense que c'est 12 et un qui pense que c'est 2. Parce que là, ça sert à rien, parce que ça veut dire que vous n'êtes pas aligné sur où vous voulez aller, quoi. Donc ça, il ne faut pas non plus... et puis, pour les biotech, par exemple, la vision un peu actif, client, etc., ça, c'est quelque chose que l'actif, c'est souvent l'actif technologique ou l'actif de recherche qu'on a. Et ça, ça fait un peu une discussion très, très libre, hein. Ça fait... C'est quasiment, on démarre effectivement de zéro, mais par contre, faut pas, le premier chiffre avancé, il ne faut pas qu'il soit trop différent. Ça veut dire qu'on s'est trompé de discussion, quoi. Quel est le point de vue de l'investisseur là-dessus? C'est la valo, là. Comment les fonds regardent la valorisation? Comment vous regardez ça? Non, mais c'est évidemment, d'abord, c'est un sujet très, très complexe et qu'on n'isole pas d'autres sujets de discussion, hein, parce que... Mais la valorisation, bon, ça dépend de plein de choses, hein, du stade de développement de la société. On se pose souvent aussi la question si on doit structurer une société. Donc on essaye de quantifier, hein, le risque que l'on prend, mais c'est vraiment des choses très, 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 très compliquées qui sont à chaque fois différentes d'une société à une autre, quoi. Donc... Après, donc, la valorisation pour nous, c'est jamais un sujet qu'on discute sans parler d'autres sujets, parce qu'il y a d'autres sujets qui sont dans les montages de nos investissements qui influent en fait sur la valorisation. Donc, on utilise des instruments justement qui corrigent un peu ça, parce que on intervient à un moment où la société, la valeur économique de la société est proche de zéro en fait, quand on parle d'amorçage. Donc, on est obligé de faire des montages où on va valoriser, parce qu'on fait un deal donc avec des gens, avec des fondateurs et avec une équipe. Et l'un de nos soucis, c'est qu'ils soient toujours intéressés justement dans cette equity story. Il faut qu'à la fin, ils s'y retrouvent eux aussi, évidemment. Il faut qu'ils soient motivés par ça. Donc, on met en place des instruments et des mécanismes de dilution qui font, et donc une valorisation qui font qu'on s'y retrouve à la fin. On pense souvent d'ailleurs, c'est une question souvent qui est posée aux sociétés, peut-être qu'on ne l'a pas posée à Trifroc, c'est dans votre histoire, là, ce que vous nous racontez, vous allez devoir lever combien? Vous allez devoir lever 3, 4, 40, 100 ou 200. Et donc ça permet après de bâtir effectivement l'equity story et de voir où on va aller et combien on va pouvoir, on espère aller vendre à la société dans 5, 6 ou 10 ans, quoi. Donc voilà, ce sont des choses assez compliquées quand même.
Il y a souvent de gros écarts entre la valo des startups qui se présentent et ce que vous avez en tête ou pas. Le cas 2.12, vous l'avez souvent. Non, mais ça, c'est une très bonne remarque qu'a fait Gabriel. Ça veut dire que si quelqu'un vient nous voir, il nous dit que ça vaut 20, et nous, on lui dit, on pense qu'entre nous, on est prêt à payer 4, effectivement, il y a un gros problème, quoi. En général, nous, on ne discute pas. On discute ça, pas. c'est que, voilà, Ça veut dire que c'est ce qu'a dit Gabriel, on s'est trompé, quoi. Il y en a un des deux qui s'est trompé. Ouais. Okay. Ça peut être nous. Hein. Ok. J'en termine avec des dernières questions. C'est un petit peu savoir quels écueils éviter pour les startups, quels conseils vous donneriez globalement aux startups qui lèvent des fonds. Peut-être sur le choix des fonds aussi, par exemple. Donc je vous laisse sur cette question ouverte. Qu'est-ce qu'il faut éviter? Ouais, il y a beaucoup de pièges. Enfin, dans le sens, c'est un parcours, comme je disais, qui est très long, qui va connaître à un moment donné forcément des échecs, vu le taux de risque qu'on court dans nos projets, le niveau de réglementation qui est imposé, l'exigence en safety, enfin en manufacturing, en plein de choses, qui rend le projet très, très, très risqué. Mais quand ça vient aux investisseurs, moi je pense... En fait, on recrute des personnes dans nos équipes et on les choisit pour s'assurer que ça va être des gens avec lesquels on va pouvoir travailler pendant longtemps, en bonne entente, etc. Et il faut, enfin, en tout cas pour moi, c'est le même approche avec ces investisseurs. Il ne faut pas juste aller vers des investisseurs quand on a le choix. Hein, des fois, quand on en a, voilà, ça, le choix est limité. Mais si on doit en choisir, s'il y a plusieurs investisseurs qui sont intéressés, c'est pas forcément choisir celui qui a les poches les plus profondes ou qui est capable de donner un ticket un peu plus important. Il faut favoriser la qualité de relation qu'on peut construire, parce que c'est des personnes avec lesquelles on va devoir travailler pendant longtemps. On va pas pouvoir les virer comme un collaborateur. C'est des gens, il va falloir qu'on les voit régulièrement. On va travailler avec eux très longtemps, on va construire l'entreprise avec eux. Et donc c'est important de les choisir et qu'il y ait une adéquation entre leur façon de faire, leur philosophie, et comment nous aussi on veut développer l'entreprise, quelle vision on a pour l'entreprise et quelle ambition on a. Et donc ça c'est très clé. C'est pour ça qu'il faut bien se renseigner sur ces fonds, comprendre leurs pratiques. Il n'y a pas des bons et des mauvais. Il y a juste ceux qui peuvent convenir, aller avec une équipe de management, et ceux qui ont des pratiques qui ne nous correspondent pas, et vice-versa. Parce que quand même, je pense que je laisserai Jean-Michel témoigner aussi, quand il décide d'investir, il décide d'investir dans une équipe de management qui pense qu'il puisse travailler, amener l'entreprise à réaliser ses objectifs. Donc je pense que ça c'est important, et à réfléchir vraiment dans ces choix-là, parce qu'après, une fois le deal est closé et on y va, on est là dans la vraie vie de tous les jours. Il faut être sûr qu'on va pouvoir tenir, on va pouvoir échanger et on va pouvoir développer le projet ensemble. Il peut être intéressant de chercher un levier maximum avec les investisseurs, et qui n'est pas forcément un levier financier, comme ça a été rappelé. Il y a des apports d'investisseurs qui sont très divers. Ça mérite une petite recherche, notamment d'interroger, pourquoi pas, des personnes qui ont déjà pratiqué cet investisseur, de la même manière que l'investisseur va faire sa petite enquête et va se renseigner sur vous. Et c'est vrai que la diversité, ce que peut amener un investisseur, est intéressante. Ça peut être l'aide au recrutement. Il y a des investisseurs qui savent recruter dans votre milieu, dans votre domaine, parce qu'ils sont issus de ce domaine, ils ont beaucoup d'expérience. Ils ont un réseau étendu, c'est intéressant comme tout. Il y en a qui savent mettre un pied aux États-Unis. Ça peut être intéressant. Il y a ceux qui savent mobiliser d'autres investisseurs autour d'eux, qui font vraiment un gros travail là-dessus, et qui vont savoir voilà, les faire venir, les attirer, vous aider à négocier les tours suivants. Voilà, il y a ceux qui savent aussi remettre au pot dans des moments difficiles.
C'est assez courageux. Il y a des moments de bridge pour certains investisseurs qui sont quand même qui sont vertigineux. On ne gagne pas de sous, on est en retard, tout se présente mal et l'investisseur se retrouve seul à devoir remettre au pot. Donc ça, c'est des points extrêmement importants et vous pouvez vous renseigner là-dessus. Merci. Pardon, allez-y. Ouais. Oui, il faut avoir aussi conscience que quand on rencontre un investisseur ou un fonds d'investissement, il n'a aucune compétence dans le produit qu'on présente. Il va avoir une compétence dans le marché, peut-être, de ce produit-là, c'est-à-dire il va avoir fait les mêmes recherches que nous, quels sont les concurrents, qu'est-ce qui existe déjà, qu'est-ce qui se fait, quel est le problème. Mais la compétence technique et la réponse que vous apportez, il ne l'aura pas. Et ça, il faut en avoir conscience, parce que, par exemple, dans le diabète, encore une fois, il y a des centaines d'applications pour prendre en charge un patient diabétique. Dans le monde, il n'y a que 10 calculateurs. C'est très peu. Et après, quand on rentre dans les calculateurs, on voit qu'il y a d'énormes différences. Et après, on voit vraiment où est l'innovation. Mais si on reste à un niveau superficiel, sans rentrer dans les explications et en étant accompagné par des professionnels et des médecins diabétologues, on ne peut pas faire la différence dans des marchés qui sont, même s'ils sont très séduisants, parce qu'il y a 400 millions de diabétiques dans le monde et il y en a 10% qui ont besoin d'un calculateur. Donc bon, c'est séduisant. Malgré tout, si on ne fait pas la différence avec ce qui existe déjà, si l'investisseur qui est en face dit moi j'ai vu ça, mais c'est juste un carnet glycémique, mais c'est pas ce que c'est. Et c'est ça aussi qui est difficile, c'est d'arriver à convaincre des personnes qui n'ont pas la compétence technique, je trouve. C'est comme si vous allez voir un banquier. Après, le raisonnement n'est pas du tout le même, évidemment. Vous allez voir un banquier, techniquement, il ne connaît pas votre produit. Il faut arriver à faire cette différence-là. Moi, je sais que c'est là-dessus que nous, on a souvent des remarques et on nous met souvent des concurrents qui n'en sont pas. Et ça c'est compliqué. Peut-être deux conseils. Pour l'amorçage, je pense que vous pouvez venir voir les fonds qui font de l'amorçage très très tôt en fait, parce que bon, c'est le premier tour de table. Le premier tour de table est souvent assez compliqué, parce que bien sûr on l'a jamais fait, c'est une première fois. Et vous pouvez venir voir, en général les gens qui font de l'amorçage sont habitués à voir des gens qui ne sont pas préparés, on va dire ça comme ça. Et donc c'est des gens que vous pouvez venir les voir et discuter de votre projet avec eux. Parfois certains peuvent même vous aider, ça a peut-être déjà dû arriver, Arnaud, des investisseurs qui aident des sociétés à structurer leurs projets avant d'investir, ça arrive. Et le deuxième conseil, peut-être plus pour les séries A, donc pour un deuxième tour. Alors là, effectivement, il faut être bien préparé, mais il faut surtout répondre à une question, enfin moi je le dis souvent, c'est vraiment de comprendre ce que votre solution va amener en fait au marché ou à la chaîne de valeur dans laquelle vous allez vous insérer. Est-ce que c'est quelque chose qui est finançable, enfin que le client pourra se payer? Est-ce qu'il y a un vrai besoin de marché? Donc, par exemple, dans le cas de la thérapie, il faut se soucier vraiment d'avoir parlé à des KOL, de connaître bien c'est quoi le traitement actuel, le parcours du patient, comment je vais m'insérer. Ça, ce sont des choses vraiment très, très importantes. Ça passe en général avant la technologie pour des investisseurs. Oui, pour aller dans ce sens-là, d'ailleurs, dans la santé, c'est quand même un milieu particulier, hein, s'il y en a ici qui veulent aller dans la santé. Vous allez rencontrer des personnes qui vont vous dire faites la preuve en France. Vous montez un business économique santé en France, vous ne pourrez jamais aller à l'étranger. Parce qu'en France, tout est trop cher, en fait. En réalité, je vous donne un exemple, la télésurveillance d'un patient diabétique me rapporte 750 € par patient. Vous imaginez? La télésurveillance, c'est juste un suivi à distance de 4 constantes physiologiques. 750 € par an remboursés par la Sécu. Vous n'allez nulle part dans le monde. Il y a aussi des contradictions à mettre en phase, si vous voulez. Là, on est au Maroc, pourquoi? Parce qu'on a un modèle économique, justement, qui ne se base pas sur un modèle économique français, bien qu'on y réponde au modèle économique français. Mais pour aller au Maroc, pour aller au Liban, ça n'y répond pas. Les pompes à insuline, en France, c'est 4 500 € par an remboursés par la Sécu. Vous n'en trouvez nulle part dans le Maghreb des pompes à insuline. Le pancréas artificiel, aujourd'hui, ils sont prêts à lever 31 millions d'euros.
pancréas artificiel, c'est une pompe plus un calculateur plus un patch glycémique. 9 500 € par an par patient. Alors je ne suis pas contre ces innovations-là, mais il y a aussi ces contradictions-là. Quel est le marché que vous voulez séduire? Est-ce que vous allez pouvoir le séduire? Et si vous séduisez un marché français, faites attention pour l'international et vice-versa, surtout dans la santé. C'est vraiment particulier la santé en France. Voilà. Ok. Je vous propose d'en terminer là pour laisser place aux éventuelles questions. On peut en prendre quelques-unes là, puis on va passer au cocktail durant lequel vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez. Mais si vous en avez donc pour ces participants, n'hésitez pas à les poser. S'il n'y a pas de questions, allez-y. Honneur aux dames. Apparemment. Moi, je me demandais plutôt, en termes d'investisseurs, comment vous appréciez justement le marché, pas techno, mais le marché des besoins et de l'utilisation et de l'usage. Parce que énormément d'applis, énormément de logiciels, énormément de tout ça, et mine de rien, après, c'est pas forcément toujours utilisé, même si le truc peut être génial. Donc, est-ce que vous-même, vous faites une certaine recherche auprès des médecins? Est-ce que vous testez, comment vous. Parce que même en tant que généraliste, en plus, c'est encore plus compliqué. Même s'ils doivent apporter des preuves, j'imagine, mais ça doit être. Donc sur le domaine de la santé, c'est vrai que le marché français est assez compliqué, hein. Donc, vu la structure du système de santé français. Donc c'est assez compliqué. Après, sur ce genre de sujet, on se repose effectivement sur ce qu'a fait la société, hein. Donc on va essayer de le valider. Nous aussi, on va faire un due diligence où on va essayer d'appeler certaines personnes, parfois en discutant avec la société. Donc on va faire notre travail avec des experts aussi. On va valider cet aspect-là, oui. Vous avez quand même un peu un réseau. Oui, tout à fait. Vous pouvez, établissements, patients. Oui. Je vais être obligé de choisir. Non, mais c'est vrai que... Bon, là, on a deux exemples qui, effectivement, c'est des sujets qui plaisent beaucoup aux investisseurs. Parce qu'ils viennent... D'abord, c'est des choses très, très innovantes. Les investisseurs adorent ça. Ils adorent l'innovation. Ils aiment prendre des risques, hein. On prend des risques très importants, hein, avec LNC. Et les investisseurs, ils aiment ça. Ils aiment ce qui est complètement nouveau parce qu'ils se disent... je parle d'un investisseur spécialisé en santé. Il va peut-être en faire une 20, 25. Et il sait que si LNC marche, là, ça va vraiment cartonner. Ou Trifrog, d'ailleurs. Les deux se comparent assez. Donc, ils aiment ce genre de sujet où... Et nous aussi, on aime bien ça parce qu'on intervient très tôt, donc en général au premier tour de table. Et on sait que la série B, si ça marche, on va réussir à lever des fonds. Ça, c'est pas un problème. Après, on fait d'autres types d'investissements, par exemple sur des medtech qui sont sur des marchés de niche. Mais là, on prend le risque, souvent avec des équipes qui sont chevronnées et qu'on serait capable de financer seul pratiquement. S'il y a 2, 3, 4 millions d'euros à mettre, on pourrait les mettre quasiment seul. Bon, on n'ira pas seul parce qu'on n'aime jamais être seul, mais à deux, on pourra le faire. Donc c'est vrai que le dossier type qu'aiment les gros investisseurs, c'est vraiment ce que font ces deux sociétés-là. C'est vrai que le diabète comme vous l'avez dit, peut effrayer pas mal les investisseurs parce qu'il y a les gros qui sont présents. J'imagine que vous avez vu ces remarques. Il y avait une question de Monsieur Salin aussi, oui. Dans mon cas, puisque je suis passé par là, c'était toujours demandé. Ok, vous avez un produit, vous avez un POC, puisque nous on avait quand même le POC qui n'était pas certifié, et on nous a dit, mais si jamais vous n'êtes pas certifié ou vous avez du retard dans la certification, comment vous allez faire? Donc ça a toujours été demandé. Et puis surtout quand on part de rien, pour être ISO 13455, il faut savoir qu'aujourd'hui,
dans les certifications, si vous demandez aujourd'hui à être certifié, vous ne pourrez pas l'être avant 2 ans, même si votre produit existe. Pourquoi? Parce que les normes, les règlements changent, les normes changent, et il y a beaucoup de certificateurs, d'organismes certificateurs, comme la NSM, le TÜV, Rheinland, etc. Il y en a beaucoup qui ont arrêté, parce que c'est trop complexe. Donc en plus de ça, pour vous donner un dernier exemple, les réglementations changent en mai 2020. Les dispositifs médicaux de télésurveillance qui étaient 1 jusqu'en mai 2020 passent en 2A. Impossible. Il est impossible que les DM télésurveillance soient en 2A en mai l'année prochaine. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a tellement de problèmes, ils ont tout repoussé en 2024. Et donc si vous faites un 2A ou un 2B d'entrée, parce que ceux qui vont se faire de la télésurveillance après mai, ils devront être eux 2A. Donc vous imaginez, et donc les fonds le savent. Et donc ils attendent ils attendent. Il faut que vous ayez au moins des rendez-vous. C'est quand même un point clé, la certification. Mais c'est aussi intéressant parce que, résultat, il n'y en a pas beaucoup qui sont comme vous. Hein. Parce que des 2B, vous pouvez les chercher dans les applications médicales. Hein. Ok. Oui. Je pense que, enfin, nous, dans notre cas, biotech, et ça a été dit, notre objectif, ce n'est pas forcément l'AMM. Parce que, bon, si on y arrive, c'est que c'est super. Mais c'est de passer des milestones, de passer des jalons, comme vous l'avez dit. Et le réglementaire, en tout cas, moi, je le vois, c'est très varié, ça peut changer. En Europe, c'est quelque chose. En France, c'est différent. Et aux États-Unis, c'est encore un autre domaine. Et si vous allez au Japon ou en Corée, c'est autre chose. Mais je pense que moi, je le vois comme une opportunité pour bâtir une stratégie réglementaire. Parce que des fois, vous pouvez prendre avantage de certaines réglementations pour faire avancer votre produit. Et aujourd'hui, on a le luxe, et si quelque chose, on ne peut pas le développer en France pour des raisons réglementaires, on va le développer aux États-Unis. Et si on ne peut pas le développer aux États-Unis, maintenant, il y a une réglementation qui est très avantageuse pour les thérapies cellulaires, par exemple, au Japon. Et donc, je pense que la réglementation, on la connaît, ce n'est pas quelque chose qu'on le découvre par hasard. Elle est connue. En général, bon, ça a été cité, l'exemple de DM, ça fait des années qu'on annonce que la réglementation va changer. Donc je pense plutôt, il y a beaucoup d'entreprises qui bâtissent des stratégies réglementaires, parce qu'on peut aussi, il y a des avantages à positionner des produits dans les indications pédiatriques, dans les indications rares. Aux États-Unis, il y a beaucoup de façons d'obtenir ce qu'on appelle le fast track, le breakthrough, etc., qui sont en fait aussi générateurs de valeur. Aujourd'hui, une entreprise qui obtient un breakthrough designation aux États-Unis, en fait, son portefeuille, en fait, si elle est cotée, son action va s'envoler, ou si elle lève de l'argent, c'est un levier énorme pour lever de l'argent. Donc moi, personnellement, en fait, il y a effectivement quelques réglementations qui sont compliquées, mais on a le luxe de les éviter et aussi, surtout, de construire des stratégies réglementaires qui font partie des assets de l'entreprise et de la création de valeur. Ok. Ça dépend aussi du type d'entreprise, que typiquement dans la question qui était tout à l'heure, c'est-à-dire quel type de dossier aiment bien les investisseurs. Bon, je ne veux pas répondre à leur place, hein, mais globalement, les entreprises qui sont, en tout cas dans la façon dont elles se présentent, qui sont un peu monoproduits, par exemple, typiquement dans le DM, c'est beaucoup comme ça, c'est-à-dire tu développes un dispositif médical, et donc là, effectivement, le track réglementaire, il a une importance cruciale, parce qu'en fait, c'est toute la valeur de la boîte. Donc, si tu te plantes ou si tu mets 2 ans de plus, tu n'existes plus, ou ton DM, il n'est plus dans le marché, etc. Sur des applications ou sur des domaines type LNC, où en fait, la valeur de l'entreprise, elle est que ça s'adresse à un ensemble d'indications et c'est un savoir-faire qui est valorisé, là, forcément, c'est clé, ok, mais c'est pas un élément de valeur immédiat, facile à lire. Alors que dans le DM, moi je suis aussi DAF d'une boîte qui travaille dans le DM, et oui, la roadmap réglementaire, le coût réglementaire, etc., quand tu as un DM à vendre à la fin et que c'est ta valeur, oui, c'est le truc clé, quoi. Et les investisseurs, ils ont un peu de mal, typiquement, avec les boîtes qui sont monoproduits, sur lesquels le risque, en fait, c'est un peu on-off, quoi. Et encore, quand c'est on, c'est pas obligatoirement que ça marche. Voilà, par exemple. Ok. Une dernière chose. Non, oui, sur cet aspect-là. Moi, j'ai vu dans les différents, depuis plusieurs années, là, les 2 problèmes qui sont sous-estimés dans les
société de la santé, c'est la réglementation, effectivement. Et bon, là, en plus, avec le changement de réglementation en Europe, c'est vrai que ça met une incertitude, que c'est la chose que détestent le plus les investisseurs, hein, c'est l'incertitude. Et la production. Alors, je pense que toutes les sociétés dans lesquelles on a investi, nous, et j'en parlais avec un autre investisseur parisien spécialisé, on a eu des problèmes de production dans toutes ces sociétés. Des gros problèmes à résoudre qui nous ont fait perdre 1 an ou 2 ans, que ce soit DM ou thérapie. Merci beaucoup en tout cas d'être intervenu. Je vous propose qu'on passe au cocktail. Vous pourrez continuer à poser des questions, mais c'était vraiment un plaisir d'avoir ces retours d'expérience. C'était très très enrichissant. Donc vraiment un grand merci à vous d'avoir accepté de participer.